Bonjour Roger Paul Roy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les enfants de la République, une question aux philosophes, qu'est-ce que représente la République pour le philosophe que vous êtes, Roger Paul Roy? Eh bien, d'abord, sa définition même, liberté, égalité, fraternité. Or, ce sont trois notions philosophiques. Et je crois qu'une des premières définitions de la République, c'est d'avoir ces trois notions au fronton de toutes les mairies. Alors que ce sont des notions qui portent sur la relation des uns aux autres. Les libertés, comment s'organisent-elles entre elles? L'égalité, comment peut-elle se constituer et se perpétuer? Et la fraternité qui est toujours à construire. Ce sont des notions relationnelles. Et puis comme philosophe, je l'entends aussi évidemment avec le latin res publica, la chose publique, avec les intérêts privés qui peuvent s'articuler à elle, mais qui est la question du bien commun. Et aussi, je l'entends cette fois avec le grec, démocratie, mais ce n'est pas le même mot, et kratos en grec, c'est le pouvoir, la domination. Est-ce que le peuple doit dominer et comment? Et enfin, j'entends la République de Platon, puisqu'on a traduit politeia, le mot grec qui veut dire constitution, régime politique, bonne cité, par république, en finalement oubliant qu'il y a dans la République de Platon tous les thèmes, évidemment, de la philosophie politique, mais aussi les germes de la dictature ou du despotisme, comme Popper l'avait montré. Voilà. Alors, de philosophie, on va parler tout au long de cette émission. On va parler de vous aussi. Passeur infatigable, c'est ainsi que la Revue internationale de philosophie vous a qualifié en 2019. Eh bien, Roger Paul Roy, en quoi êtes-vous ce passeur infatigable? Alors, infatigable, je ne sais pas, vous savez ça. Alors, on précise les choses. Vous avez publié 60 livres et ces livres sont traduits dans 32 langues. Et vous êtes universitaire, journaliste, philosophe. Voilà, si j'ai une singularité particulière, c'est finalement d'avoir eu en quelque sorte une double vie permanente, avec un pied dans les salles de rédaction et les journaux, puisque j'ai commencé à 23 ans à signer dans Le Monde alors que j'étais encore à l'École normale supérieure, et je continue, donc il y a longtemps. Et puis à cela, j'ai ajouté des collaborations au Point, à l'Express, aux Échos pendant une dizaine d'années, aujourd'hui aux Échos Week-end, enfin bon, des travaux dans les journaux, et je crois que ça, c'est faire passer aussi. C'est faire passer finalement des bibliothèques au grand public. Des messages, des thèmes de réflexion. Oui. Et c'est quelque part une respiration pour le philosophe que vous êtes ou pas? C'est un devoir. Je crois qu'un des devoirs des intellectuels, qu'on a peut-être un peu négligé depuis le 19e siècle, c'est aussi d'être pédagogue, de ne pas parler seulement entre eux, mais de faire comprendre, parce que de deux choses l'une, si vous voulez, la philosophie, ou bien c'est le jargon d'une tribu de spécialistes entre eux, qui, comme des extraterrestres, ne communiquent que les uns avec les autres, sans que personne ne sache de quoi ils parlent, ou bien, comme je le crois, et heureusement je ne suis pas le seul, ce sont des gens qui se préoccupent aussi sérieusement que possible de l'amour, de la mort, du pouvoir, de la liberté. Et de la vie de la cité. Et de la vie de la cité, évidemment. Donc et dans de la res publica. Voilà, et dans ce cas-là, je crois, comme Bergson, il disait en 1923 qu'il n'y a aucune question philosophique, aussi difficile soit-elle, qui ne puisse et ne doive être transcrite dans le langage de tout le monde. Alors, est-ce que c'est pour ça, justement, que vous écrivez ce livre, Un voyage dans les philosophies du monde? Alors ce voyage dans les philosophies du monde, effectivement, c'est un travail d'abord de pédagogie. J'ai voulu essayer, parce que évidemment c'est un défi, je ne prétends pas faire tenir toutes les philosophies, ni tous les philosophes dans une encyclopédie. Vous avez fait des choix, on va en parler, vous avez fait des choix. J'ai fait des choix, et mais le livre fait 330 pages. Oui. 330 pages, oui. Grand format, mais j'ai fait des choix pédagogiques, c'est-à-dire que j'ai voulu essayer d'expliquer comment marchent les têtes philosophiques en Inde, en Chine, dans les pays bouddhistes, dans la pensée juive et aussi dans le domaine arabo-musulman. Autrement dit, donner des axes de questions, des points de repère, il y a aussi des glossaires, des bibliographies, tout ça, mais j'ai voulu que ça soit aussi
vivant, simple, accessible et utile. Et alors, en lisant votre livre, et vous l'écrivez d'ailleurs, on se rend compte, comme vous l'écrivez, que tout le monde continue de penser fort différemment d'une région à une autre de la planète. Et vous écrivez, de même que l'on mange des plats différents, que l'on vit sur des rythmes distincts, on parle et on pense dans des langues dissemblables. Ça veut dire que derrière, il y a des pensées dissemblables, Bien des sûr, réflexions dissemblables, bien sûr, des philosophies dissemblables. bien sûr, il y a, si vous voulez, une mondialisation qui en fait, évidemment, est une occidentalisation dans les cours de la bourse, dans les machines, dans les codages, dans l'informatique, etc. Enfin, tout le monde connaît cela. Mais il n'empêche que en Inde, en Chine, dans les pays arabes, en Israël et dans des tas d'autres endroits, on parle des langues différentes, on a des héritages culturels différents, on a des manières de vivre et de se nourrir différentes. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte des arrière-plans linguistiques et philosophiques qui sont porteurs de pensées différentes. Et là, c'est le vrai voyage, à mon avis. Vous savez, nous avons voyagé finalement en continuant à penser de la même manière. On mange autre chose ou on trouve une autre architecture, mais nos cadres mentaux et nos cartes mentales demeurent identiques. Non, je crois que le vrai voyage, c'est de commencer à penser autrement dans sa tête, à découvrir d'autres paysages mentaux, et c'est ça que j'ai voulu essayer de faire. Et comprendre aussi qu'en Occident, que les Occidentaux, comprendre pour les Occidentaux qu'il y a d'autres écoles de pensée ailleurs. Et c'est au centre d'ailleurs de votre ouvrage de dire qu'il n'existe pas d'un côté des Occidentaux doués de raison et de tous les autres côtés des humains illogiques, amputés, si vous voulez, qu'il écrivait, de tout moyen de réfléchir, pensant n'importe quoi, n'importe comment, parlant à tort et à travers. Oui, parce que là, il y a une étrange contradiction à l'intérieur de la philosophie habituelle elle-même. Qu'est-ce que penser à Socrate, par exemple? Il converse dans le Ménon de Platon avec un petit esclave qui n'a pas de connaissances, mais il veut montrer que chez un garçon de 12 ans qui n'est pas allé à l'école, il y a la possibilité de distinguer le vrai du faux, de comprendre où il s'est trompé dans un raisonnement, de comprendre la bonne solution, etc. Descartes dit de la même manière que le bon sens ou la raison, c'est-à-dire la capacité de distinguer le vrai du faux, est la chose du monde la mieux partagée. Ça veut dire tous les êtres humains sont doués de raison, c'est même leur définition. Et alors, pourquoi Et d'ailleurs, que quand on vous dit ça, tous les êtres humains sont doués de raison, certains disent, même chez les animaux, il y a quelque part aussi cette raison chez certains animaux. Oui, il y a des... Donc évidemment, les êtres... il y a des facultés de raisonnement chez les animaux qui, par exemple, éliminent des chemins qui sont des impasses pour prendre le bon chemin qui est une issue, des choses de ce genre, oui. Mais la différence humaine, quand même, c'est le concept, c'est la représentation des idées, c'est le langage symbolique. Bien sûr, mais je vous parlais des animaux Oui. pour dire qu'on ne peut pas mépriser les gens du monde qui ne pensent pas comme les Occidentaux. Et quand on vous lit, on a l'impression que c'est ce que j'ai pensé, vous me direz si c'est le cas ou pas, que c'est un peu de plaidoyer contre une forme de discrimination, peut-être voire de racisme, dans la mesure où vous dites qu'il n'y aurait pas de vrais philosophes en Occident et de sous-philosophes ailleurs. Oui, mais ça, c'est ce que, quand j'étais moi-même étudiant, puis prof de philo, c'est ce que on a cessé de nous répéter, qu'il n'y avait de philosophie que grecque, européenne, occidentale, et qu'ailleurs, alors il y avait des choses très respectables, des spiritualités, des sagesses, des religions, de la poésie, mais de philosophie, pas du tout. Comme si l'usage de la raison, un usage normé, réglé, méthodique, avait été le seul privilège des Grecs, et que partout ailleurs, les gens doués de raison aussi, ils ne s'en servent pas. Ou alors ils pensent des choses impossibles. On ne pourrait pas penser un cercle carré, évidemment, personne ne le fait, mais quelque part, chez des bouddhistes tibétains, ça pourrait se faire. Non, ça n'est pas vrai. Ça, c'est une vue tout à fait fausse, et je soutiens, et je ne suis pas le seul, et je pense aussi m'inscrire, on en parlera dans une longue tradition, c'est que la philosophie n'est pas un privilège grec, n'est pas
une affaire occidentale, mais qu'elle se trouve sous des modalités parfois Partout. différentes, pas absolument partout. Partout. Et c'est au centre de votre livre, Un voyage dans les philosophies du monde. Quel rapport entre philosophie et évolution d'une civilisation, peut-être même de la société? Eh bien, je crois que dans des contextes qui sont très différents, des contextes linguistiques, religieux, culturels, historiques, politiques même, ce qui définit la philosophie, ce qui est le dénominateur commun finalement, le noyau dur si j'ose dire, c'est à chaque fois d'être un retour sur les idées. Vous voyez, la philosophie, ça ne consiste pas à avoir une vision du monde, ça ne consiste pas à avoir simplement des opinions, ni même à savoir les défendre, ça consiste à les examiner et à se dire, est-ce que cette idée est cohérente? Comment est-elle construite? Ce concept peut-il être critiqué? Et si oui, de quelle manière? Cet enchaînement de déduction est-il valide? Eh bien, on s'aperçoit que ces questions-là, et même les questions sur la nature du temps, du pouvoir, de la décision, de la liberté, elles sont partout posées avec des angles et des modalités différentes, mais elles sont partout posées, que ça soit en hébreu ou en arabe, que ça soit en chinois ou en tibétain, que ça soit en sanskrit ou en wolof. Il y a véritablement de la philosophie sous des modalités différentes, et non pas, j'insiste, et non pas cette coupure entre philosophie d'un côté et... Sous-philosophie l'autre. Oui, ou même, non, mais ça peut être grande sagesse respectable, ou religion, etc., qui n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a du philosophique et de la philosophie comme démarche absolument partout, et que c'est ça qui m'intéresse. Alors vous dites d'ailleurs qu'au siècle des Lumières, encore au début du 19e siècle, il demeurait absolument normal de considérer que la philosophie se déclinait en une multitude de langues et de cultures. En Europe, aussi bien qu'ailleurs, en Inde, en Chine ou ailleurs. Et pourquoi c'est plus le cas aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, là, vous savez, j'ai, antérieurement à ce livre-là, j'avais écrit en 89 un livre qui s'appelait L'oubli de l'Inde et qui commençait à poser cette question-là. Il est reparu en poche en Seuil Essai en 2004. Un autre livre sur le bouddhisme au XIXe siècle, Le culte du néant, les philosophes et le Bouddha en 97, au Seuil, reparu aussi en essai, en point essai. C'est une vaste question. Je vais essayer de vous répondre de façon concise et en même temps précise. C'est l'histoire de la philosophie seulement grecque, c'est un mythe moderne, récent, allemand. Avant, il y a pratiquement 2000 ans, ou même 2300 ans, enfin depuis la naissance de ce qu'on a appelé la philosophie chez les Grecs, jusqu'au siècle des Lumières, où finalement on reconnaissait sans aucun problème qu'il y a de la philosophie chez les autres. Pas seulement chez les Grecs, mais quand les Grecs découvrent les Indiens, ils les appellent ascètes nus, gymnosophistes, et ils les dénomment philosophes. Les Grecs appellent philosophes des prêtres égyptiens, des mages de Chaldée, ils appellent même philosophes les druides, quand ils commencent à les découvrir. Et donc, je ne crois pas du tout, et j'ai étudié cette question au CNRS pendant une bonne vingtaine d'années, je ne crois pas du tout qu'il y a chez les Grecs, nulle part, la revendication d'être les seuls avec tous les autres qui seraient des sages et pas des philosophes. Cette coupure-là n'existe pas. Et l'intérêt, l'attention, l'ouverture pour les pensées philosophiques des autres, avec leur légitimité, elle est attestée jusqu'au XVIIIe siècle. Il y a une grande... Alors, je ne vais pas vous faire une histoire de l'histoire de la philosophie, mais il y a une grande histoire de la philosophie, de l'âge des Lumières. C'est l'Historia Philosophiae, l'Historia Critica de Jacob Brucker, 1742-47. C'est lu, cette histoire, par Diderot, qui s'en inspire dans l'encyclopédie, c'est lu par Kant, c'est lu par Hegel, c'est lu par Schopenhauer. Bref, c'est la grande référence. Or, cette histoire, en 6 volumes, elle s'ouvre par 350 pages sur la philosophie
des Indiens, des Chinois, des Perses, des Chaldéens. Voilà, et ça semble absolument normal. Et ça s'est refermé par la suite. Et ça s'est refermé par la suite. Alors évidemment, la question c'est comment ça s'est refermé. Ouais. Alors je crois que vous dites, ça s'est refermé, le choc, ça a été la Première Guerre mondiale. Il y a eu des choses avant. Il y a eu tout. C'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, mais c'est à partir de là où ça s'est Oui, définitivement. fermé. Puisque, si vous voulez, encore une fois, j'ai écrit 2 livres là-dessus et je ne vais pas vous les affliger maintenant. Mais le mouvement de cette histoire, c'est que on a découvert très largement la philosophie indienne à la fin du XVIIIe siècle en Europe. Et il y a un véritable enthousiasme là. Si vous plongez dans les écrits de la période romantique, des premières années du XIXe siècle, il y a véritablement un enthousiasme pour l'Inde qui est perçu comme une sorte d'outre-Grèce, de foyer premier de la pensée philosophique, je dis bien. Et ensuite, cet enthousiasme va avoir une réaction hostile de la part de Hegel, qui construit finalement contre cette vague d'enthousiasme l'idée d'une Grèce seule patrie de la pensée philosophique. Et ensuite, il y a tous les épisodes très particuliers de la découverte non plus de l'Inde seule, mais du bouddhisme, qui a d'autres contenus. Et il y a, si vous voulez, toute une configuration discursive, comme dirait Foucault. Oui. Pardon, je vous ai interrompu. Oui, comme disait Foucault, il y a toute une configuration discursive, un passage, si vous voulez, de l'histoire où, on l'a oublié, entre 1830 et 1880, le bouddhisme est une sorte d'épouvantail. Alors justement, le bouddhisme. Oui. Le bouddhisme, en quoi c'est essentiel Alors, dans la philosophie, dans les philosophies du monde? Dans les philosophies du monde, c'est très important parce que c'est une sorte de diagonale. Si vous voulez, le mouvement propre à la logique bouddhiste, alors c'est une très longue histoire qui commence en Inde. Il faut savoir, si vous voulez, qu'à l'intérieur de l'Inde, le bouddhisme a d'abord été une force de contestation. Il s'oppose au brahmanisme dans la plupart de ses points. Et ce que le Bouddha pose, c'est ce que les bouddhistes dénomment la voie du milieu. La voie du milieu, c'est pas le juste milieu d'Aristote entre le courage et la peur, par exemple, enfin entre la peur et la témérité, pour définir le courage. Cette voie du milieu, c'est plutôt la mise à l'écart des extrêmes. Alors ça a l'air très simple quand il s'agit de dire « je mets à l'écart le luxe et je mets à l'écart l'austérité, et puis je vais vivre une vie équilibrée, sans excès ». Très bien, ça c'est encore simple. Mais si on se dit « je mets à l'écart la finitude, il n'y a rien après la mort, et je mets à l'écart aussi la vie éternelle », et je fais quoi? Et je mets à l'écart l'affirmation et je mets à l'écart la négation. Qu'est-ce qui reste? La vacuité. C'est-à-dire l'espace libéré par ce mouvement de double négation, et les grands logiciens bouddhistes comme Nagarjuna. Nagarjuna vient d'arriver dans la liste des auteurs de philosophie du baccalauréat, avec Maïmonide, avec Zhuangzi, avec aussi, enfin, avec Averroès également. Et donc, dans ce mouvement propre à Nagarjuna, nier d'un côté, nier l'autre opposé, on dégage quelque chose, si vous voulez, qui n'est ni l'être ni le néant, ni l'affirmation ni la négation. Une sorte de suspens. Alors vous pourrez dire, ça ressemble beaucoup au scepticisme, finalement, des Grecs, mais au carré, si je puis dire, puissance X. Et là, il y a quelque chose qui est purement rationnel, parce que c'est fondé, en tout cas chez Nagarjuna, sur des démonstrations très serrées. J'entre pas dans ce détail, mais très puissantes. Et en même temps, il n'y a pas de thèse. Alors, puissance X, justement, ça correspond peut-être à la conception indienne du temps et de la réflexion autour de la vie. Et là, on parle de la philosophie, des philosophies indiennes. Alors,
Oui, le lien avec le puissance X, mais enfin, en tout cas, parlons des philosophies indiennes, parce que... Oui, parce qu'on précise des choses pour nos auditeurs. En Inde, l'étendue temporelle ne se compte pas en années, en siècles ou en millénaires, mais en kalpa, défini comme le temps, c'est vous qui l'écrivez, je vous cite, Oui, qu'il faut pour aplanir l'Himalaya en l'effleurant avec une écharpe de soie, c'est-à-dire plusieurs milliards d'années. oui. Alors attendez, je reviens peut-être Ouais. un petit peu en arrière sur un truc pour être plus terre à terre, plus simple. Finalement, ce livre, il est aussi construit, donc en disons 5 grands domaines, mais il est aussi construit en partant de choses concrètes. Or, je crois que tous ceux et celles qui ont été un jour en Inde ont constaté que les avions ne partent ni n'arrivent pas vraiment à l'heure, les trains non plus, qu'on rencontre dans la rue des gens qui ont l'air de venir les uns du 21e siècle. Et c'est lié à et la les pensée, à autres la du Moyen Âge. philosophie Oui, indienne? oui, il y a un problème avec le temps. Ouais. Il y a un problème avec le temps, avec l'histoire, avec la conception du temps et de l'exactitude. Et c'est là-dedans que je me suis, en quelque sorte, ancré pour entrer. Je pense qu'il faut entrer à chaque fois dans une tradition ou dans une culture par une porte concrète. Et là, eh bien, on peut s'apercevoir que le rapport occidental et indien au temps est profondément différent. Parce que, d'une certaine manière, en Occident, c'est très court. Vous savez que Buffon, au XVIIIe siècle, il calcule encore l'âge du monde à 9880 ans à peu près. Chez les Indiens, depuis l'Antiquité, on compte par milliards d'années. Par milliards d'années. Ouais. Et on compte aussi par milliers de vies. De ma question sur la vie. Oui. Donc vous écrivez que nous n'avons pas dans la pensée indienne qu'une existence, mais que nous traversons des centaines, voire des milliers de vies successives. Voilà, c'est le principe dit du samsara, c'est-à-dire que le cycle des vies et des naissances, on est en permanence réincarné, mais alors, l'erreur souvent, c'est de s'imaginer que ces vies successives et même infiniment, enfin très nombreuses, seraient une bonne chose. C'est pas du tout le cas. La délivrance en Inde, c'est cesser de renaître, c'est sortir de ce cycle-là, c'est arrêter de vivre, arrêter de vivre. Oui, l'idée de vie éternelle, c'est tout à fait infernal du point de vue indien. Et donc on a, en quelque sorte, là, quelque chose qui est aussi configuré mentalement de façon très différente. Alors vous avez commencé à en parler. Qu'est-ce que cette philosophie indienne a comme conséquence, en dehors du temps, sur l'Inde d'aujourd'hui? En dehors de la notion de temps, pardon. Alors sur l'Inde d'aujourd'hui, je dirais que, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont occidentalisées, qui ont changé, et il y a des start-up à Bangalore tout à fait performantes, comme à Delhi aussi et ailleurs. L'idée, c'est plutôt que le fond culturel de ces vies successives et des castes reste quelque chose de très prégnant. Il y a l'idée que, finalement, ce que l'on vit, y compris de désagréable, de domination, d'écrasement, est lié aux vies antérieures que l'on a eues. On en porte plus ou moins la responsabilité secrète. Alors, penseurs chinois, vous parlez donc par rapport aux penseurs chinois de leur rapport au cycle de la nature et aussi de l'utilisation des lignes de force pour anticiper. Qu'est-ce que ça implique? Ou qu'est-ce que ça impliquait pour hier? Qu'est-ce que ça implique pour aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça implique pour demain? Alors pour demain, je ne sais pas encore, je vous l'avoue. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour hier demain? et pour aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire que la caractéristique centrale, là aussi, c'est très cursif ce que je vais dire, mais des pensées chinoises, parce qu'il y a le confucianisme, le taoïsme, les stratèges aussi et les penseurs tactiques, mais on pourrait dire que le dénominateur commun, c'est qu'il s'agit de s'insérer dans les cycles de la nature et aussi dans les lignes de force d'un paysage. D'une certaine manière, il y a un pragmatisme chinois. Il y a d'ailleurs John Dewey, le grand philosophe américain du pragmatisme, a enseigné en Chine dans les années 30, et il n'avait pas l'impression de rencontrer un paysage très différent. Et est-ce que c'est lié, ça peut être lié quelque part, à la puissance économique de la Chine?
Bien sûr, il y a bien sûr une puissance intrinsèque, mais il y a, si vous voulez, l'idée que l'usage de la rationalité ne consiste pas à imposer des plans de façon autoritaire au monde ou aux choses, mais plutôt à se couler dans les points d'opportunité. Et finalement, l'idéal, si vous voulez, c'est de se fondre dans le paysage à son profit. Alors, vous consacrez un chapitre important de votre livre aux philosophes juifs, avant les Grecs et autrement, vous dites, et vous parlez de singularité juive, d'éthique juive et de mystique juive. Et vous citez un philosophe important, Philon d'Alexandrie, car vous écrivez qu'il a été le premier des grands philosophes juifs et qu'il laisse une œuvre considérable. Parlez-nous de lui, parlez-nous aussi de ces singularités juives, d'éthique juive et de mystique juive. Alors, je vais vous parler de Philon. Je commence par les singularités, oui, en trois mots. Il y en a trois, à mes yeux, de singularités. Alors, sans doute, il y en a-t-il d'autres, mais il y en a trois principales. La première, c'est l'hébreu lui-même. La langue. C'est la langue. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel philosophique particulier de l'hébreu. Shmuel Trigano a fait un très beau livre intitulé « L'hébreu, une philosophie » aux éditions Hermann, où il explique ça très bien. Et il y a, parmi ces caractéristiques de l'hébreu, il y a le vav conversif, vous savez, c'est-à-dire la possibilité de transformer le passé en futur et le futur en passé avec une seule lettre. Il y a la vocalisation des mots qui fait des variations conceptuelles multiples. Et puis il y a la combinaison des lettres elles-mêmes qui sont séparées, qui ne doivent pas se toucher. Et il y a une sorte de profonde parenté conçue entre les lettres et le monde. C'est une des inspirations, évidemment, de la Kabbale. Une deuxième singularité. Kabbale, d'ailleurs, vous citez Léon Ashkenazi, en ce qui concerne la Kabbale, qui rappelle que la Kabbale, avant d'être un mouvement d'idées particulier, désigné en hébreu la réception, Mekoubal, celui dont la prière est reçue, il vous dit d'ailleurs, vous écrivez, vous rappelez que dans la vie courante moderne, en Israël, Kabbalah désigne la réception, le lobby d'un hôtel. Oui, Kabbalah, c'est le lobby. Donc l'importance de la langue, des mots, des lettres. Absolument. Et la deuxième singularité majeure, c'est la révélation, qui est une révélation de la loi, n'est-ce pas, de quelque chose qui est à faire et pas du tout nécessairement à croire. On se trompe, me semble-t-il, quand on résume l'apport juif au monothéisme, parce que cette loi, d'une certaine manière, elle n'est pas à discuter, elle est imposée, elle est là une fois pour toutes, mais, et c'est là le développement de nombreuses discussions, interprétations et philosophies, il s'agit de savoir comment l'appliquer. Et vous dites d'ailleurs, vous écrivez Moïse, le premier des philosophes. Alors oui, ça, ce n'est pas moi. Non, mais on le lit dans votre livre. Hein. Absolument, mais ça, c'est Philon d'Alexandrie qui va en parler. J'y reviens. Oui, il y avait des débats dans le temps. Est-ce que Homère était le premier philosophe? Ça, c'est l'option du grec. Ou est-ce que c'est Moïse? Ça, c'est l'option... Pythagore, Platon, et tant d'autres, n'auraient fait que le copier et le prolonger. Moïse. Voilà, mais ça, si vous voulez, ce sont des querelles de l'Antiquité, qui se poursuivent d'ailleurs sous d'autres formes jusqu'au XIXe siècle, savoir qui a commencé, comme si le qui a commencé était une garantie d'authenticité. Le troisième et dernier point des singularités juives, pour moi, après l'hébreu et la révélation de la loi, c'est la transcendance absolue de Dieu. C'est-à-dire l'idée qu'il faut une séparation radicale pour qu'il puisse y avoir alliance. Ça, c'est un des grands thèmes du judaïsme. Et vous savez comment, alors qu'on dit sceller une alliance, en français, on dit en hébreu casser une alliance. Il faut qu'il y ait une brisure, il faut qu'il y ait séparation pour qu'il y ait deux contractants qui soient distincts, sinon c'est la confusion. Alors Philon, pardon. Oui. Philon, donc né a priori vers 20 avant l'ère chrétienne, mort aux alentours de 50. Il appartient à l'une des grandes et riches familles, très riches familles d'Alexandrie, et c'est un grand philosophe. C'est un grand philosophe, c'est un grand intellectuel. Il est puissant politiquement, puisqu'il sera même chargé par la communauté d'Alexandrie d'une mission diplomatique auprès de l'empereur de Rome. Mais surtout, alors, c'est ce profil tout à fait intéressant philosophiquement, culturellement, de juif hellénisé. Il est de cette
communauté. Il parle évidemment parfaitement le grec. On ne sait pas s'il parlait très bien l'hébreu. Il parle de tas de mots hébreux, mais probablement avait-il un lexique. Il lit la Torah en grec, et ça change déjà des choses. Et vous décrivez d'ailleurs, il lit la Torah en grec, mais il tient à demeurer juif. Il n'abandonne ni les rites, ni la loi juive, ni sa communauté. Il ne quitte non plus, je vous cite, les axes définissant la spécificité de la pensée juive. Absolument, si vous voulez ça. Et c'est là où il est intéressant, parce qu'il est le prototype, d'une certaine manière, de ce qui se retrouvera avec Saadia Gaon en terre arabe, ou avec Moses Mendelssohn en terre allemande. Et d'ailleurs, oui, vous faites le parallèle entre Alexandrie et l'Andalousie. Oui, parce que donc les Juifs d'Alexandrie, les Juifs d'Andalousie. Oui, parce qu'on nous présente Alexandrie où il y avait à la fois les derniers païens, les premiers chrétiens, une grande communauté juive, comme un lieu de paix, d'échange culturel, une sorte de paradis interculturel, un peu comme El-Andalus, où plus tard il y aura aussi ces types d'échanges. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire non plus que c'est faux. Pas vrai, que c'est faux. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais c'est partiel. C'est-à-dire que... C'est un mythe quelque part ? Non, le mythe, c'est celui du tout pacifié, des échanges permanents, sans conflit. En fait, quand on regarde l'histoire d'Alexandrie, comme celle d'Al-Andalus avec des modifications, il y a des conflits. Il y a même des morts, il y a des moments de persécution, il y a des tensions, il y a des chrétiens qui vont tuer Hypatie, par exemple, une des dernières philosophes, il y a des pogroms envers les Juifs, et en même temps, il y a des échanges, des traductions, des dialogues philosophiques, interreligieux, interculturels. Autrement dit, moi je crois bien plus à la réalité de ces paysages que je dirais en damier, en patchwork, où il y a à la fois toujours des gens qui... C'est en même temps, quoi. Oui, en même temps, mais en même temps le respect, la dignité, les dialogues et aussi des luttes. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Quel rapport entre Philon et les penseurs juifs d'Alexandrie, les philosophes et les penseurs en terre d'islam, et, vous l'avez cité, Moses Mendelssohn en terre allemande? Alors le rapport entre les trois, c'est qu'il se trouve, et c'est une situation culturelle juive qui est transhistorique, entre des langues et des cultures où ils sont immergés. Et finalement, Philon est hellénisé, comme Saadia Gaon et bien d'autres, et Maïmonide lui-même seront d'une certaine manière au sein de la culture arabe, et ils écrivent en arabe. Mais en même temps, ils restent juifs. Et la tension, si vous voulez, qui est une tension extraordinairement féconde culturellement et intellectuellement, est à la fois celle de vouloir, d'une certaine manière, judaïser la philosophie, ou bien philosophier le judaïsme, vous voyez. Et d'ailleurs, quand on vous lit, on se dit, il y a quelque part, voilà, c'est le rapport entre Ashkénaz et séfarade. Les philosophes Ashkénaz et séfarade. Si l'on peut dire. Oui, mais je pense que cette même tension retraverse chacun des versants. Alors, oui, vous dites en clair, à travers l'histoire, il y a une tension juive multiple et extrêmement féconde. Et ça nous conduit à parler des penseurs juifs en terre d'islam. Donc c'est en langue arabe par ailleurs, que, notamment qu'ont été rédigées de Bagdad à Cordoue, du Caire à Grenade, un grand nombre d'œuvres majeures de la philosophie juive. Qu'est-ce qu'il en est précisément ? Eh bien, je dirais, peut-être je reprendrai une formule de Maurice Rubenayoun à propos de Maïmonide, qui dit qu'il pensait en grec, écrivait en arabe et priait en hébreu. Et finalement, c'est cela, si vous voulez, un grand penseur comme Maïmonide. Il travaille sur les traductions d'Aristote qui viennent des Arabes. Il le fait avec son héritage hébreu, et il se trouve, si vous voulez, pris entre des questions tout à fait vives, de savoir, par exemple, si la création, qui est soutenue par la révélation, est compatible avec la pensée des Grecs, qui eux disent, et c'est Aristote le premier, que le monde est éternel.
Et donc, vous parlez d'ailleurs de la galaxie Maïmonide. Parce que, à la suite de Maïmonide, il y a toute une série de penseurs comme Gersonide et bien d'autres. Il y a aussi ceux qui, parmi les kabbalistes, vont s'opposer à Maïmonide. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, et ça je crois que c'est vrai pour tous les champs philosophiques, c'est que en général, une conception du monde ou une sagesse, c'est pas discordant, c'est pas dissonant, il n'y a pas de conflit. Il me semble qu'il n'y a pas de philosophie s'il n'y a pas de tension, de dispute et finalement de dissonance qui sont fécondes. Vous parlez aussi, on va en citer quelques-uns, Ibn Gabirol qui a vécu au XIe siècle dans l'Espagne musulmane, qui a écrit des poèmes en hébreu, les uns profanes, les autres marqués par la spiritualité juive, et qui se récite d'ailleurs toujours aujourd'hui dans les synagogues. Vous parlez aussi de Yehuda Halevi, rabbin, philosophe, médecin et poète né à Tudela, donc aujourd'hui donc en Espagne, vers 1075. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces philosophes, penseurs, scientifiques, médecins? Alors, ils ont tous, effectivement, souvent, une pluralité de formations, de fonctions, de savoir, de talents. Ils sont astronomes, géographes, diplomates, médecins, métaphysiciens, logiciens. Le médecin de Tolède, oui, bien sûr. Ce sont pour beaucoup aussi bien juifs qu'arabo-musulmans, de grands médecins au Moyen-Âge, mais il y a aussi le fait qu'il y a des dissonances. Si vous voulez, vous parliez de Yehuda Halevi, dans le Kuzari, il prend le contre-pied de cette tradition de philosophie juive, disons en très gros aristotélisée ou aristotélicienne. Il montre et prend la défense de la révélation de Moïse, et disons, d'un versant religieux plus que philosophique, mais il le fait philosophiquement. Et c'est ça qui est très intéressant, si vous voulez. C'est que ceux qui disent « Oh, on ne va pas intellectualiser tout cela, ni helléniser la tradition à ce point-là », le font avec des modes d'argumentation qui sont philosophiques. Et d'ailleurs, pour revenir à l'époque actuelle, l'Espagne a redécouvert ses penseurs juifs. Bien sûr. Quand on va en Espagne aujourd'hui, on voit des références à ces penseurs juifs, que ce soit à Cordoue, à Tolède, à Tudela, dans toutes ces villes. On voit des rues avec des noms juifs. Bien sûr, il y a les grands penseurs de l'Andalouse, mais il y a aussi tous ceux qui étaient dans les différents foyers, cette fois de Kabbale, sur le territoire espagnol. Oui. Alors, et d'ailleurs, est-ce que ces penseurs juifs de l'Espagne arabo-musulmane, est-ce qu'il y a un lien avec leur pensée et puis l'État d'Israël d'aujourd'hui? Je pense que oui, mais un lien multiple, tout à fait. En tout cas pour Kuzari, pour le Kuzari, pour Yehuda Halevi, dans le Kuzari, il explique que la terre d'Israël est celle du peuple juif, et il veut défendre cette idée d'un point de vue à la fois religieux et philosophique. D'ailleurs, certains de ces penseurs sont partis de l'Espagne jusqu'en Palestine de l'époque, Isaac Luria, et c'est à Sfed que se réunissent une partie des kabbalistes, et il y a toute une école de kabbalistes en terre d'Israël à ce moment-là. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi d'un lien, puisque vous parlez aussi donc des penseurs et des philosophes arabo-musulmans, un lien, des convergences, une réflexion commune entre philosophes juifs et philosophes arabo-musulmans? Oui, il y a beaucoup de points communs. Il y a bien entendu des divergences, mais il y a beaucoup de points communs parce que les uns comme les autres dépendent de cet immense mouvement de traduction des textes grecs qui a été entrepris notamment par les Abbassides et par les Omeyyades aussi. Si vous voulez, c'était l'idée que l'expansion de l'Empire musulman a fait que des bibliothèques entières se sont trouvées. Il y a eu un immense travail de traduction qui s'est étalé sur des décennies et des générations, où ils ont traduit Aristote, ils ont traduit Platon en arabe, mais pas seulement. Ils traduisaient aussi toute une série de textes et de traités qui pouvaient leur être utiles
en technique, en chasse, en guerre, etc. Alors, vous parlez de l'islam des Lumières. Oui. L'islam des Lumières. Et juste de dire que les islamistes d'aujourd'hui travestissent l'islam de Lumière, bien entendu, mais aussi la pensée des philosophes arabo-musulmans. En tout cas, effectivement, de tous ceux qui se réclament entièrement et pleinement de la raison. Si vous voulez, toute la question, et ça, ce débat, il traverse tous les siècles anciens, de savoir si c'est par les puissances de la raison ou seulement par la foi et la révélation qu'on peut être éclairé. Et ce que disent aussi bien les penseurs de l'islam des Lumières que la plupart des penseurs juifs qui leur sont proches, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Il s'agit d'une certaine manière de vitesses différentes. Ce que dit la révélation, c'est une sorte de vérité prophétique qui déboule sur le prophète et qui est fulgurante. Et on va retrouver la même chose, mais à pas lents, humainement, petitement, pas à pas, à l'escalier, lentement, par la puissance de la raison. Voilà. Alors, au-delà de ce tour du monde, de ce livre, Un voyage dans les philosophies du monde, il y a aussi un débat autour du rôle de la philosophie et des philosophes. En quoi Platon, en quoi Sénèque, Kant, Philon, Yehuda Halevi peut-être, ou Maïmonide, peuvent encore être utiles aujourd'hui. Comment un texte venu de l'Antiquité peut-il éclairer nos problématiques contemporaines ? Alors, je crois qu'il peut toujours éclairer nos problématiques. Il y a des questions qui nous paraissent tout à fait étranges parfois. Il y a des débats qui sont caducs. Mais l'essentiel demeure parce que les modes de pensée, les manières de raisonner doivent tout simplement être repris et réadaptés à notre époque. Bien sûr, ils ne connaissaient pas ni le réchauffement climatique, ni le terrorisme sous la forme que nous présente, ni la révolution industrielle, ni Internet, ouais. ni les réseaux sociaux. Simplement, si vous voulez, il y a quelque chose qui reste absolument à l'identique. Je pense qu'à Socrate, par exemple, pendant son procès, il est victime de rumeurs. Il est accusé par des gens qui n'ont pas de visage, ni de nom propre. C'est Internet, c'est les réseaux sociaux. C'est la même chose. Et Socrate dit, si je vois et je connais celui qui m'accuse, je peux me défendre. Si c'est dans l'ombre et sans visage, je ne peux rien. Et cela reste évidemment tout à fait et pleinement actuel. Avec une technologie qui n'existait bien entendu pas à l'époque. Exactement. Hein ? Et alors, comment se fait-il d'ailleurs que... plutôt... Pour comprendre tout ça, pour comprendre notre situation actuelle, ça veut dire qu'il faut lire les philosophes. Bien sûr, il faut pas les lire comme si on allait chercher chez eux des solutions toutes faites, mais on va chercher des outils. On va chercher, comme disait Foucault, des pinces, des tournevis, de quoi travailler. Une boîte à outils. Une boîte à outils pour éventuellement desserrer certains de nos dilemmes. Alors, question aux philosophes, l'histoire de nos pays est traversée de séquences de grandes violences ces dernières années. En quoi ce que nous traversons depuis 2015 est spécifique ? Je pense qu'il y a toujours eu, effectivement, des conflits, des violences. Ce qui est spécifique, c'est essentiellement le fait que le djihad islamique veut aujourd'hui effectivement détruire tous les points sur lesquels sont fondées nos sociétés démocratiques, l'égalité des hommes et des femmes, la liberté d'expression, la liberté de changer de religion ou de n'en pas avoir, etc. Tout cela est finalement menacé. Ça l'a peut-être toujours été, on n'en avait pas assez conscience, mais c'est menacé aujourd'hui de façon massive et violente. Vous avez écrit en 2015, Roger Paul-Roy, après les attentats de Charlie Hebdo d'Hypercacher, « Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à haïr des bourreaux ». 6 ans après Roger Paul-Roy, et alors que vient de débuter le procès des attentats de novembre, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? Je dis exactement la même chose. C'est-à-dire ? Je vais préciser, oui, effectivement, j'ai été... Depuis le début, depuis 2013, puis, et même d'autres fois, enfin de façon répétitive, choqué par l'attitude qui consiste à dire « ils n'auront pas ma haine ».
je peux le respecter, je ne peux pas le comprendre. Certains parents de victimes du Bataclan Oui. disent ça. On dit ça. Je C'est le titre d'un livre de... Je préfère Nous vengerons nos morts. Je préfère les coupables doivent payer. Parce que je pense qu'il y a effectivement là quelque chose. Il ne s'agit pas d'avoir une haine aveugle. Il ne s'agit pas d'avoir une haine de tous. Au contraire, il faut avoir une haine, si j'ose dire, sélective, avec discernement, mais il faut évidemment, me semble-t-il, ne pas tolérer, ne pas supporter et détester même profondément la violence gratuite et le meurtre. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Vous avez écrit sur ce qui nous unit. Comment en est-on arrivé à devoir se poser cette question de ce qui nous unit et du vivre ensemble? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous désunit aujourd'hui? C'est lié à la question précédente. Et qu'est-ce qui s'est dissous pour que notre société ait du mal à répondre d'elle-même? Mon Dieu, comment pourrais-je en 20 secondes vous répondre à tant de questions? J'ai fait ce livre, Qu'est-ce qui nous unit, en 2015, je crois. Mais je crois qu'il y a essentiellement aujourd'hui une extraordinaire remplacement de la culture du dialogue par la culture du clash. Et ça aussi, c'est les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, Internet et... Oui, il y a toutes sortes de raisons, mais je pense que la première chose que nous avons à faire continuellement, c'est à tenter, non pas de nous aimer aveuglément les uns les autres, mais de nous écouter, de nous supporter et d'essayer de nous comprendre, ou bien de savoir exactement où sont nos désaccords. Ça, c'est déjà une bonne chose. Merci Roger Paul Roy d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je rappelle que votre livre, Un voyage dans les philosophies du monde, est publié chez Albin Michel. Bonne journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous. Merci.